oncle a laissé toute sa fortune à celui ou celle qui réussirait à percer le secret de son énigme. Et depuis, notre famille a complètement perdu la tête. Oncle Garrett, c'était l'excentrique de la bande, celui qui avait fait fortune dans la tech bien avant que le mot crypto-monnaie ne soit sur toutes les lèvres. Pendant que le reste d'entre nous galérait avec des petits boulots sans avenir et des découverts à la banque, lui, il vivait dans un manoir immense avec 7 chambres, une cave à vin qui valait le prix de plusieurs maisons et un garage rempli de voitures hors de prix. Quand il est mort d'une crise cardiaque à 52 ans, on s'attendait tous, sans trop l'avouer, à ce que son argent parte à une association obscure, histoire de se venger de la famille qu'il avait rejetée pendant des années. Mais non. Son avocat nous a réunis dans son cabinet et nous a sorti le testament le plus étrange qu'on ait jamais entendu. À mes chers parents cupides qui ne décrochèrent le téléphone que quand ils voulèrent de l'argent ou se plaindre de leur vie ratée, je vous donne une chance de prouver que vous valez mieux que vos échecs. Résolvez mon énigme. Emparez-vous de tout ce que j'ai bâti. Sinon, tout partira en fumée et vous le regarderez brûler depuis le trottoir. L'énigme était imprimée sur un papier à en-tête luxueux. Chacun de nous en a reçu une copie dans une enveloppe cachetée à son nom. Là où les ombres dansent sans lumière, où le silence hurle toute la nuit, où la mémoire demeure mais où le temps s'arrête, trouvez la clé de mon dernier testament. Au début, on a vraiment joué collectif, comme une vraie famille soudée. Ma tante Patricia a proposé l'ancien labo photo de Garrett, où il passait des nuits à développer ses clichés. Mon cousin Dylan était persuadé qu'il s'agissait de son bureau, plongé dans le noir pendant des heures devant son ordinateur. Ma mère pensait que la réponse se cachait dans la cave à vin, où chaque bouteille valait une petite fortune. Finn, mon frère, croyait dur comme fer que tout se trouvait dans le grenier, avec les vieux meubles recouverts de draps blancs. Pendant 3 semaines, on a retourné le manoir de fond en comble, comme une bande de fous furieux. On a déplacé des meubles oubliés, fouillé derrière des tableaux hors de prix, soulevé tapis et lattes de parquet jusqu'à s'en abîmer les mains. On est même allé jusqu'à vider la piscine pour vérifier qu'il n'y avait pas de cachette sous l'eau. Mais rien, pas la moindre piste. C'est là que le vernis familial a commencé à craquer sérieusement. Patricia a engagé un détective privé à 800 $ la journée. Dylan a tenté d'acheter la femme de ménage avec un gros billet en échange d'informations sur les habitudes de Garrett. Ma mère débarquait à l'aube au manoir sous prétexte d'avoir besoin de calme. Et Finn s'est mis à planquer des caméras partout pour nous surveiller, comme si on était des voleurs. Tout a vraiment dérapé quand Patricia est tombée sur quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû trouver. Elle fouillait la chambre de Garrett pour la énième fois quand elle a repéré une lame de parquet dissimulée sous le grand lit à baldaquin. Dessous, elle a mis la main sur une boîte métallique remplie de vieilles photos et ce qui ressemblait fort à une deuxième énigme écrite par Garrett lui-même. Au lieu de prévenir le reste de la famille, elle a tout glissé discrètement dans son sac à main, faisant mine de rien. Pas de chance pour elle, les caméras de Finn avaient tout filmé. Le lendemain, Finn l'a confronté devant tout le monde, réunis dans la cuisine. Patricia a nié en bloc jusqu'à ce que Finn balance la vidéo sur son ordinateur. On a tous vu sa mine passer de l'aplomb à la gêne, puis à la panique en quelques secondes. « Rends-la, tout de suite !» a ordonné ma mère, la voix tremblante de rage. « Je l'ai trouvé, c'est tout !» a répliqué Patricia. « La possession, c'est les 9/10 de la loi. » Dylan a complètement pété les plombs, a arraché le sac à main et tout a volé sur le carrelage. La boîte s'est ouverte, répandant photos et papiers partout. Parmi le tas, il y avait de vieux polaroids de lieux qui m'étaient à peine familiers, une clé ternie qui semblait importante et un mot écrit à la main qui m'a glacé le sang. Un seul d'entre vous mérite vraiment cette fortune. Les autres auront ce qu'ils méritent. Ce n'était pas signé, mais je reconnaissais l'écriture de Garrett, la même qu'il utilisait sur les cartes d'anniversaire accompagnées d'un billet de 100 $, sa façon de se donner bonne conscience sans jamais vraiment s'impliquer. Les photos montraient des endroits de notre enfance oubliés. L'ancienne maison au bord du lac où on passait nos étés avant que grand-père ne disparaisse, le premier appart miteux de Garrett au-dessus d'une pizzeria où il apprenait tout seul l'informatique, ou encore la fête foraine défraîchie où il bossait l'été pour économiser chaque sou. Mais une photo a fait hurler Patricia si fort qu'on s'est tous tournés vers elle. On y voyait cet entrepôt abandonné à la sortie de la ville, là où grand-père nous emmenait jouer à cache-cache. Il n'oserait pas, a-t-elle soufflé. Blême. Oser quoi ? A demandé Finn, lui arrachant la photo des mains. Patricia semblait avoir vu un fantôme. Grand-père nous racontait des histoires effrayantes dans cet entrepôt pendant les orages. Garrett en était mort de trouille après ce qui s'est passé là-bas. Il avait juré, la main sur la tombe de maman, qu'il n'y remettrait jamais les pieds. Dylan, de son côté, faisait tourner la clé ternie entre ses doigts, observant les marques d'usure sur le métal. C'est pas une clé de coffre, ça. Regardez les traces dessus. Elle avait encore servi il n'y a pas si longtemps, et plus d'une fois. L'entrepôt se trouvait précisément à 43 minutes de la ville, d'après mon GPS, posé sur 6 hectares de marécages sans valeur, hérité par notre famille depuis 3 générations.
On s'est tous entassés dans le gros SUV de Finn, comme à l'époque où on était môme, mais l'ambiance était tellement tendue que j'avais du mal à respirer. Personne n'a bronché pendant tout le trajet, sauf pour indiquer la route, mais j'ai vu ma mère pianoter sans arrêt sur son téléphone, sûrement pour écrire à son dernier compagnon, Randy, au sujet de l'héritage et des conséquences que ça pourrait avoir sur leur futur mariage. Lorsque nous sommes enfin arrivés, l'entrepôt était fidèle à mes souvenirs d'enfance. La tôle rouillée, devenue orange brunâtre sous les intempéries, les vitres toujours brisées, et cette odeur tenace de pourriture et d'eau stagnante qui envahissait tout le secteur. La seule vraie nouveauté, c'était ce cadenas massif tout neuf sur la porte, visiblement très cher et fraîchement posé. La clé de Dylan a glissé sans résistance dans la serrure et a tourné avec ce petit clic satisfaisant qui a résonné sur tout le parking désert. À l'intérieur, nos lampes torches ont révélé une scène à peine croyable. L'entrepôt avait été refait à neuf, du sol au plafond. Le béton d'un blanc éclatant ne montrait pas la moindre tache. Les murs, isolés et recouverts de plâtre tout neuf. De grands luminaires pro pendaient aux poutres apparentes. Et là, au centre exact de cet immense espace, se dressait une table ancienne en bois entourée de 5 chaises, parfaitement alignées en cercle. Sur chaque chaise reposait une enveloppe Kraft, avec nos prénoms soigneusement inscrits de la main de Garrett. « C'est de la folie !» a soufflé Finn, fasciné malgré lui, avançant déjà vers la chaise qui lui était destinée, comme s'il était envoûté. Dans mon enveloppe, j'ai trouvé une nouvelle énigme, mais celle-ci avait un ton différent, plus personnel, plus sombre. Devant toi se dresse ta dernière épreuve. Une vérité mettra fin à ta convoitise. Choisis bien ce qui a le plus d'importance pour toi, ou rejoins-moi comme fantôme d'avertissement. Juste en dessous, une confession dactylographiée m'a assommé. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir la feuille. Il y a peut-être 15 ans, alors qu'on était gosses, Garrett nous regardait jouer à une partie de cache-cache élaborée dans ce même entrepôt, quand soudain une partie vermoulue du plancher s'est effondrée sous nos pieds. Dylan, qui avait 8 ans à l'époque, est tombé dans le trou et s'est écrasé violemment sur un tas de ferraille rouillées au sous-sol. Sa jambe était tellement déformée que l'os avait percé la peau et le sang s'est mis à couler à une vitesse affolante. Les autres, pris de panique, ont détalé en hurlant chercher les adultes, mais Garrett, qui avait 13 ans et déjà plus de force que la plupart des ados, est resté. Il a filé dans ce sous-sol noir, a arraché sa chemise favorite pour en faire un garrot, a maintenu la pression sur la blessure et a parlé doucement à Dylan pour l'empêcher de perdre connaissance. Le temps que les secours arrivent, 20 longues minutes plus tard. D'après le médecin, sans ce geste, Dylan n'aurait pas survécu à l'hémorragie. Mais ce n'est pas la version que la famille a répétée pendant 15 ans. Patricia, qui avait 14 ans ce jour-là, et montrait déjà les prémices de la jalousie maladive et de la manipulation qui allait la définir, avait convaincu nos parents et tous les autres que Garrett était responsable du drame. Selon elle, c'est lui qui aurait mis Dylan au défi de sauter par-dessus la zone dangereuse, le traitant de lâche s'il n'osait pas. Elle était furieuse cet été-là, car Garrett attirait toujours l'attention des adultes. Brillant, drôle, charismatique, tout le monde tournait autour de lui pendant les retrouvailles. Patricia, elle, n'a jamais été que dans la moyenne. Moyenne à l'école, moyenne physiquement, sans éclat particulier. Elle ne supportait pas de passer inaperçue face à son cousin cadet, alors elle a menti, inventé de toutes pièces un récit détaillé sur l'imprudence de Garrett et même coaché les plus petits pour qu'ils sachent quoi répondre aux parents. Ils l'ont cru, parce que Garrett portait déjà l'étiquette du trublion de la famille, pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il osait remettre en question l'autorité et refusait de faire semblant que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Il a passé 15 ans à porter ce fardeau, traité comme un criminel pour avoir sauvé la vie de Dylan. J'ai observé chacun autour de la table, découvrant leur propre version de la vérité. Dylan, blême, fixait son enveloppe, bouche entrouverte, les souvenirs remontant à la surface. Maman avait pâli, crispée sur sa chaise au point d'en avoir les jointures blanches. Finn semblait complètement perdu, submergé par l'émotion, trop jeune pour se souvenir clairement, mais assez vieux pour avoir été marqué par l'histoire officielle de la dangerosité de Garrett. Patricia, elle, pleurait en silence, ses larmes traçant des sillons noirs sur ses joues. « J'étais qu'une gamine », sanglotait-elle, la voix brisée. « Je me rendais pas compte des conséquences. Je savais pas que ça le poursuivrait toute sa vie. »« Tu as bousillé sa relation avec nos parents », lui a répondu Dylan, tout doucement, d'une voix chargée d'une douleur que je ne lui connaissais pas. Il a tout essayé pour leur dire la vérité. Il les a suppliés de l'écouter, mais c'était trop tard. Ils avaient déjà choisi ton camp. Ils ont préféré croire ton histoire plutôt que de chercher à comprendre ce qui s'était réellement passé. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué les caméras de surveillance. 4 dispositifs professionnels, un dans chaque coin de l'entrepôt, avec leurs petites diodes rouges clignotant dans la pénombre. Depuis notre arrivée, on était filmés. Soudain,
Une voix a résonné dans les haut-parleurs dissimulés dans le bâtiment, celle de Garrett, enregistrée récemment, sans doute quelques jours avant sa mort. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez résolu mon énigme et compris ce qui s'est vraiment passé ici il y a 15 ans. Félicitations d'avoir enfin eu le courage d'affronter la réalité. Vous venez aussi d'avouer vos actes devant la caméra et devant témoins. Patricia a levé les yeux vers l'une des caméras, le regard noyé de larmes, son maquillage ruiné coulant sur ses joues. Garrett, je t'en supplie, pardon. J'étais jeune, idiote et jalouse, mais je n'aurais jamais voulu que ça tourne comme ça. Patricia, reprenait la voix de l'enregistrement, et la colère glaciale de mon oncle traversait les haut-parleurs. Tu m'as volé 15 ans de ma famille à cause de ton mensonge. Tu m'as privé de la confiance de mes parents, de l'affection de mes frères et sœurs, et de toute chance d'avoir une relation normale avec ceux qui auraient dû m'être les plus chers. Ta trahison vaut chaque dollar de ces 15 millions. D'un coup, plusieurs écrans accrochés au mur s'allumèrent, révélant les documents légaux triés dans le fameux système de classement de Garrett. Le nom de Patricia figurait comme seul bénéficiaire de son héritage principal, mais les conditions en petits caractères la firent pâlir davantage. L'argent vient avec des conditions, ma chère cousine. Tu as exactement 1 an pour reconnaître publiquement ton mensonge auprès de tous ceux à qui tu l'as raconté, en commençant par la tombe de nos parents. Tu devras créer une fondation pour les enfants injustement accusés, et tu passeras ta vie à réparer ce que tu as détruit. Si tu ne tiens pas parole, l'argent ira à une œuvre caritative et ta confession sera diffusée sur les réseaux sociaux du monde entier. Finn bondit si violemment de sa chaise qu'elle s'écroula derrière lui. C'est du grand n'importe quoi. Patricia a menti, pas nous. Pourquoi on paierait pour ses erreurs? Mais vous ne l'avez jamais remise en question, n'est-ce pas? Répliquait la voix, comme si Garrett avait anticipé cette réaction depuis longtemps. 17 ans sont passés, et pas un seul d'entre vous n'a cherché à demander à Dylan ce dont il se souvenait vraiment de ce jour-là. Vous avez préféré croire sans réfléchir que votre frère était un monstre, parce que c'était plus simple que d'admettre que vous pouviez vous tromper. Dans l'enveloppe de Dylan, il y avait d'autres papiers, un fonds en fiducie de 2 millions de dollars, et surtout une lettre qui l'a fait craquer, le visage noyé de larmes. Dylan, la voix de Garrett s'était radoucie, pleine de la tendresse dont je me souvenais quand on était petit. Je regrette de n'avoir jamais eu le courage de t'avouer la vérité de mon vivant. Tu dois savoir que quelqu'un s'est battu pour toi ce jour-là. Tu dois savoir que tu méritais d'être sauvé, et que je n'ai jamais regretté d'être resté pour t'aider. J'espère que cet argent te permettra enfin d'avoir l'aide qui t'a toujours manqué dans notre famille. L'enveloppe de maman, elle, était presque vide, à part une phrase coup de poing griffonnée sur un papier à en-tête luxueux. Une mère qui n'aime pas chacun de ses enfants de la même façon ne mérite ni richesse, ni pardon. Celle de Finn contenait un chèque de 50 000 $, accompagné d'un mot à la fois cinglant et bienveillant. Tu n'avais que 5 ans, tu es innocent dans cette histoire. Mais aujourd'hui, à 22 ans, tu es assez grand pour réfléchir par toi-même au lieu d'avaler les belles histoires qu'on te sert. Cet argent, c'est pour tes études. Apprends à toujours douter, surtout de ceux qui transforment quelqu'un en héros et un autre en coupable. Mon enveloppe à moi réservait la plus grosse surprise. Ma chère nièce, continuait la voix de Garrett, tu n'as jamais vraiment cru au mensonge de Patricia, pas entièrement. Il avait vu juste et la précision de ses mots m'a glacé. J'avais 7 ans ce jour-là, mais j'étais assez éveillé pour remarquer la chemise ensanglantée de Garrett et la douceur avec laquelle il s'occupait de Dylan en attendant les secours. Assez grande aussi pour tiquer sur les incohérences dans l'histoire de Patricia quand elle la répétait aux adultes. Je t'ai vu combattre ce secret pendant des années, lors de chaque réunion de famille. J'ai bien vu combien ça te pesait, surtout quand, au dîner de fête, quelqu'un ramenait sur le tapis l'incident de l'entrepôt pour me peindre comme le méchant de l'histoire. Tu as essayé de révéler la vérité à ta mère. Tu avais 12 ans. Elle t'a fait taire, t'ordonnant de ne pas contredire Patricia. Dans mon enveloppe, il y avait des documents me désignant gestionnaire d'un fonds en fiducie à part. 3 millions de dollars destinés à ceux qui ont le courage de dire la vérité trop tard, mais choisissent malgré tout de faire ce qui est juste. Les caméras qui filment cette conversation vont automatiquement charger la vidéo sur les comptes de réseaux sociaux de chaque membre de la famille dans exactement 1 heure, annonça la voix de Garrett, froide, presque robotique. La vidéo portera les vrais noms et employeurs de chacun. À moins que quelqu'un n'assume l'entière responsabilité de ce qui s'est réellement passé ce jour-là, vos confessions seront rendues publiques. Patricia, paniquée, chercha des yeux un secours autour de la table. Je vais tout avouer, je le promets. Je publierai sur Facebook, je contacterai tout le monde, je trouverai un moyen de réparer les choses. 17 ans trop tard, souffla Dylan avec une nuance de pardon dans la voix. Et là, maman nous a tous pris de court. Elle a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire. Elle a reconnu ses torts. Non, dit-elle en se levant lentement, rejoignant le centre de la pièce.
Elle s'est postée devant la plus grande caméra, droite comme jamais, et a regardé l'objectif avec une dignité nouvelle. Je m'appelle Rebecca Thorne et j'ai échoué mon fils de la pire des façons. Quand Patricia a accusé Garrett de l'accident de Dylan, j'aurais dû fouiller davantage. J'aurais dû poser des questions, écouter la version de Garrett au lieu de le supposer menteur. Sa voix s'est brisée, mais elle a continué. J'ai préféré la facilité. J'ai choisi de croire qu'un de mes fils était le héros, l'autre le fauteur de troubles. J'ai opté pour le confort au lieu de la vérité, et c'est Garrett qui a payé toute sa vie pour mes erreurs de mère. L'enregistrement s'est interrompu net. Les caméras se sont éteintes d'un clic sec. Pendant de longues minutes, l'entrepôt est resté plongé dans un silence épais, seulement troublé par les sanglots muets de Patricia et le bourdonnement lointain de la circulation. Finn a alors éclaté de rire. Pas un rire de bonheur, non. Ce rire amer et vide qu'on a quand on comprend que toute sa vie repose sur des mensonges. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-il, la gorge nouée. « On fait comme si de rien n'était et on reprend nos vies minables ?»« Non, » répondit Dylan d'une voix posée, se redressant avec une assurance que je ne lui connaissais plus depuis longtemps. « Cette fois, on fait ce que Garrett aurait vraiment voulu. On dit la vérité, même quand ça fait mal. On arrête de protéger ceux qui n'en sont pas dignes. On commence enfin à être la famille qu'il aurait méritée. » 6 mois plus tard, Patricia avait investi son héritage pour lancer la fondation Garrett Thorne, destinée à venir en aide aux enfants injustement accusés. La fondation proposait un soutien juridique et psychologique à ces jeunes, et son premier grand dossier concernait un adolescent renvoyé de son lycée suite à des accusations mensongères lancées par un camarade envieux. Patricia, tiraillée entre le rôle de l'accusatrice et celui de la victime, s'est battue pour la justice avec une énergie insoupçonnée. De son côté, Dylan a fait don de l'intégralité de son fonds en fiducie pour permettre à la fondation d'élargir ses actions, tout en reconnaissant que l'argent ne réparerait jamais le lien brisé avec Garrett, mais qu'il pourrait au moins éviter à d'autres familles de commettre les mêmes erreurs. Il a aussi entamé une thérapie et s'est mis à témoigner publiquement sur les séquelles des traumatismes d'enfance et le phénomène du bouc émissaire familial. Maman, elle, a vidé ses économies pour faire aménager un jardin en mémoire de Garrett à l'hôpital où Dylan avait été pris en charge. Elle a consacré sa retraite à faire du bénévolat, lisant des histoires aux enfants en salle d'attente et plaidant pour une meilleure communication entre soignants et familles en situation de crise. Finn, pour sa part, a utilisé son pécule d'études pour se lancer dans la criminologie et la psychologie. Il voulait aider ceux qui, comme Garrett, avaient été accusés à tort, que ce soit dans leur famille ou ailleurs. Il a consacré son mémoire à la psychologie du bouc émissaire familial et à la façon dont des petits mensonges peuvent détruire des liens sur plusieurs générations. Quant à moi, j'ai gardé mon héritage, sans l'utiliser à des fins personnelles. Garrett avait été très clair. Cet argent devait servir à raconter des histoires vraies de familles capables d'évoluer, à dénoncer les dynamiques toxiques qui avaient failli nous anéantir. C'est pour cette raison que je partage notre histoire avec vous aujourd'hui, aussi sincèrement et ouvertement que possible. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. La semaine dernière, tout juste 1 an après la mort de Garrett, j'ai reçu une lettre recommandée d'un cabinet d'avocats à Seattle, dont le nom m'était inconnu. Un autre oncle, un demi-frère de Garrett, issu du premier mariage de notre grand-père, dont j'ignorais totalement l'existence, venait de décéder, laissant des instructions très précises. Son testament ne devait être ouvert qu'en ma présence, en tant que témoin. L'avocate, une femme au regard sévère d'une 60aine d'années, m'a remis une enveloppe scellée à mon nom, écrite dans une calligraphie étrangement proche de celle de Garrett. À l'intérieur, j'ai trouvé une photo de Garrett et de cet oncle inconnu, tous deux souriant devant un bâtiment qui ne me disait rien. Au dos, une écriture soignée indiquait « Certains secrets de famille sont plus profonds que d'autres ». L'enjeu n'a jamais été l'argent. Tout dépend si votre génération saura choisir la vérité plutôt que le confort, le moment venu. Juste en dessous, une adresse dans le Montana et une vieille clé en laiton, polie par des décennies d'usage. L'avocate m'a expliqué que cet oncle Thomas avait suivi de loin les tourments de notre famille pendant des années. Il connaissait le mensonge de Patricia, l'inaction de nos parents, l'isolement et la souffrance de Garrett. À son tour, il me léguait un héritage, mais à condition que je poursuive ce que Garrett avait entamé. Thomas pensait que certaines traditions familiales méritent d'être brisées, a-t-elle ajouté, et que d'autres méritent d'être inventées. Le lendemain matin, je prenais la route pour le Montana, la voiture remplie de matériel de camping et de quoi tenir une semaine. L'adresse m'a mené jusqu'à une propriété isolée près de Bozeman, cernée de montagnes majestueuses. La maison principale, un immense chalet en rondin construit dans les années 1920 et agrandi au fil du temps,
semblait traversé par l'histoire familiale. La clé en laiton a ouvert la porte d'entrée sans résistance et je suis entré dans ce qui ressemblait à un musée vivant de notre famille. Les murs étaient tapissés de photos couvrant près d'un siècle, des portraits d'ancêtres jamais rencontrés, des réunions familiales bien avant ma naissance et quantité de clichés de Gareth à tous les âges. Mais ici, pas de portraits officiels comme ceux qu'on avait chez nous. Il s'agissait d'instants pris sur le vif, où l'on voyait Gareth rire, bricoler sur un ordinateur, ou débattre avec un homme plus âgé, manifestement Thomas. Au centre du salon, une grande table sculptée dans un bloc de chêne trônait, polie comme un miroir. Dessus, un journal relié en cuir et un mot écrit par Thomas. Si tu lis ces lignes, c'est que tu as préféré la vérité au confort, à l'instant décisif. Gareth m'avait parlé il y a longtemps des tensions dans ta famille et aussi de toi, de ton courage à remettre en cause la version de Patricia alors que tu n'étais qu'enfant. Il était persuadé que tu saurais rompre le cercle vicieux. J'ai ouvert le journal. J'y ai découvert des pages entières d'histoires familiales inconnues. Thomas avait passé des décennies à consigner les dysfonctionnements de notre lignée, retraçant la manière dont mensonges et manipulations s'étaient transmis de génération en génération, comme des maladies héréditaires. Ce grand-père qu'on avait tous idéalisé en patriarche aimant et conteur d'aventures avait en réalité été un alcoolique qui avait abandonné femme et enfants, Thomas, alors que celui-ci n'avait que 3 ans. Il s'était ensuite réinventé, avait épousé notre grand-mère et bâti une nouvelle famille, comme si son passé n'avait jamais existé. Ce schéma avait ressurgi à la génération suivante. Notre père avait dissimulé un accident à la fac, laissant un camarade innocent être accusé à sa place et passer 2 ans en prison. Notre mère avait détourné de l'argent à son travail pour payer la maison, puis trafiqué les comptes de l'entreprise afin de faire porter le chapeau à une collègue. Gareth avait découvert tout ça quand il était ado, en aidant notre père à régler des problèmes d'ordinateur. Il était tombé par hasard sur des fichiers cachés contenant des preuves des 2 délits, mais aussi des documents montrant comment nos parents avaient méthodiquement ruiné la vie d'innocents pour se protéger. C'est à partir de là que j'ai commencé à tout comprendre. Gareth n'avait jamais été le mouton noir de la famille parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il posait des questions dérangeantes après avoir compris que tout reposait sur des mensonges et des trahisons. Nos parents le voyaient comme un danger, la faille qui risquait de faire tomber la façade soigneusement construite autour de leur vie. Quand Patricia a inventé de toutes pièces l'histoire de l'entrepôt, ils ont sauté sur l'occasion pour le discréditer complètement. Ils pouvaient alors balayer tout ce qu'ils disaient sur leurs crimes comme les divagations d'un gosse incontrôlable, indigne de confiance. Le journal de Thomas regroupait des copies de documents officiels qui prouvaient chaque accusation. Rapports de police, procès-verbaux, dossiers médicaux, fichiers d'employeurs, tout était classé, recoupé, vérifié avec une minutie inouïe. Il avait passé des décennies à constituer un dossier imparable contre nos parents et même nos grands-parents, attendant le bon moment pour faire éclater la vérité. Mais il n'a jamais franchi le pas. « J'ai été lâche », disait sa dernière note. J'aurais pu innocenter des gens, rendre justice à ceux qui ont souffert des crimes de notre famille. Mais j'ai choisi de me taire, parce qu'affronter la vérité, c'était risquer de perdre la seule famille qu'il me restait, même si elle reposait sur des mensonges. En bas du journal, figurait un numéro de téléphone et une consigne. Appelle si tu es prêt à finir ce que j'aurais dû commencer. J'ai composé le numéro, les mains tremblantes. Une femme a décroché presque aussitôt. « Madame Thorne, j'attendais votre appel. Je suis la détective Rodriguez. J'ai enquêté sur l'affaire évoquée par votre oncle Thomas il y a 15 ans. Elle m'a expliqué que Thomas avait contacté la police juste après l'incident de l'entrepôt impliquant Gareth, espérant éclairer la dynamique familiale derrière le mensonge de Patricia. Mais le délai de prescription était passé pour les délits de nos parents, impossible donc de les poursuivre. En revanche, a poursuivi la détective Rodriguez, les victimes sont encore en vie. L'homme qui a payé pour l'accident de votre père a aujourd'hui 63 ans et vit dans l'Oregon. Et la femme licenciée et poursuivie à tort pour le détournement commis par votre mère a 58 ans et peine à joindre les 2 bouts dans une maison de retraite qu'elle ne peut pas payer. Elle m'a transmis leurs coordonnées et la dernière volonté de Thomas. Servez-vous de la fondation de Gareth et de mon héritage pour indemniser les victimes de notre famille. Les conversations qui ont suivi ont été les plus éprouvantes de mon existence. Martin Espinosa, celui qui avait passé 2 ans en prison à la place de notre père, a éclaté en larmes quand je lui ai révélé la vérité. Il avait perdu sa bourse, sa fiancée, tout son avenir à cause d'un crime dont il était innocent. Pendant 40 ans, il a porté le poids de la honte pour un acte dont seul notre père était coupable. Je me suis toujours demandé pourquoi ton père avait été aussi gentil avec moi après le procès, m'a-t-il dit.
Il est venu 2 fois me voir en prison, m'a apporté des livres, m'a assuré qu'il priait pour ma réinsertion. Je croyais que c'était un bon chrétien qui voulait aider un criminel à se racheter. En réalité, notre père cherchait simplement à soulager sa propre culpabilité en rendant visite à sa victime, pas par pure compassion. Louise Chen, accusée à tort de détournement de fonds par notre mère, avait vu sa carrière de comptable s'effondrer du jour au lendemain et n'a plus jamais retravaillé dans la finance. Elle avait englouti toutes ses économies dans des frais d'avocat pour tenter de prouver son innocence, puis enchaîné les petits boulots au SMIC toute sa vie. Qui aurait voulu embaucher une personne avec un casier judiciaire? Ta mère m'envoyait une carte de Noël chaque année pendant 20 ans, m'a confié Louise. À chaque fois, elle glissait un petit mot disant qu'elle priait pour ma famille et espérait que je trouve la paix. J'ai gardé toutes ces cartes parce qu'au fond, j'avais besoin de croire que quelqu'un pensait encore que j'étais une bonne personne. Notre mère envoyait donc des cartes de Noël à la femme dont elle avait brisé la vie. Grâce à la documentation de Thomas et à l'équipe juridique de la fondation, on a pu indemniser les 2 victimes. Martin a reçu de quoi s'acheter une maison et vivre tranquillement sa retraite. Le casier judiciaire de Louise a été blanchi et elle a touché une compensation couvrant tout ce qu'elle avait perdu en salaire et en cotisation retraite depuis 40 ans. Mais le pire restait à faire. Thomas avait laissé des instructions très précises pour gérer la réaction de nos parents à ces révélations. Ils étaient encore en vie tous les 2, même si notre père montrait les premiers signes de démence et que notre mère vivait en maison médicalisée après un AVC. Je me suis rendu là-bas avec toutes les preuves, consciente que cette conversation allait pulvériser ce qu'il restait de nos liens familiaux. Maman était assise dans son fauteuil roulant près de la fenêtre quand je suis arrivé, le regard perdu dans le jardin, une expression devenue familière depuis son accident. Elle parlait peu, mais restait assez lucide pour comprendre ce que je lui montrais. J'ai étalé les documents devant elle et j'ai vu son visage changer quand elle a reconnu sa propre écriture sur les faux documents comptables. « Martin, Louise », a-t-elle murmuré, les seuls mots qu'elle a pu prononcer pendant tout notre échange. Je lui ai expliqué comment Thomas avait tout consigné, ce que les victimes avaient traversé pendant des décennies et la manière dont on réparait les torts grâce à la fondation de Garrett. Je lui ai parlé des cartes de Noël envoyées à Louise et de ce qu'elles représentaient pour une femme qui n'a jamais compris pourquoi sa vie avait été brisée. Maman s'est effondrée en larmes, pas de ces pleurs discrets de vieille dame, mais des sanglots bruts et déchirants d'une personne dont toute l'existence vient de s'écrouler. Après lui avoir tout raconté, elle a sorti un carnet de sa table de nuit et d'une main gauche tremblante, a griffonné une phrase « Dis-leur que je suis désolé ». J'ai quitté la maison de repos et me suis rendu directement à l'unité spécialisée où papa était pris en charge. Je l'ai trouvé dans la salle commune, absorbé par un puzzle qu'il faisait et défaisait depuis des semaines, sans jamais se souvenir y avoir déjà touché. Quand je lui ai présenté les rapports de police sur son accident de voiture, j'ai aperçu une lueur fugace dans son regard, un éclair de lucidité qui a traversé un instant la brume de la démence. Martin était un bon garçon, a-t-il lâché soudain, avec une assurance qu'il n'avait plus eue depuis des mois. Il ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Pendant quelques minutes, papa a tout retrouvé. Il m'a raconté la nuit de l'accident. Comment il était rentré ivre d'une soirée, avait percuté Martin à vélo, puis, pris de panique, s'était enfui avant de revenir des heures plus tard, en prétendant n'être qu'un témoin ayant découvert la scène. Je savais qu'il était innocent, a-t-il ajouté. Je les ai vus l'arrêter et je n'ai rien dit. J'allais lui rendre visite en prison parce que je croyais qu'en étant gentil avec lui, j'atténuerais la gravité de ce que j'avais fait. Sa clarté s'est éteinte aussi vite qu'elle était revenue et il est retourné à son puzzle, oubliant notre échange. Mais j'avais obtenu ce que j'étais venu chercher, la certitude que les preuves de Thomas étaient vraies et la confirmation que nos parents avaient consciemment brisé des vies innocentes. Durant les 6 mois suivants, j'ai travaillé avec l'équipe juridique de la Fondation pour renouer contact avec toutes les personnes que notre famille avait blessées. Le journal de Thomas relatait des dizaines d'incidents plus mineurs, des collègues injustement licenciés, des camarades de classe réduits au silence par l'intimidation, des voisins mis à l'écart pour avoir remis en cause la version familiale. Chaque conversation était comme une opération à cœur ouvert sur mon identité, ôtant peu à peu l'idée que je venais d'une famille respectable. Pourtant, chacune de ces discussions apportait aussi un peu de réconfort à ceux qui avaient apporté une honte imméritée pendant tant d'années. L'appel le plus surprenant est venu de Patricia elle-même. « J'ai trouvé quelque chose chez Garrett », m'a-t-elle dit d'une voix à peine audible, caché dans le mur de sa chambre. « Je pense que tu dois voir ça. » Je suis allé au manoir de Garrett, que Patricia vidait peu à peu pour la Fondation. Elle m'a conduit dans sa chambre, où elle avait découvert une cachette derrière la tête de lit. À l'intérieur, une pile de lettres, des dizaines, toutes adressées à la famille, mais jamais envoyées. J'ai écrit ces lettres au fil des ans. Chaque fois que l'insomnie me tenait éveillé, commençait l'une d'elles, qui m'était destinée. Je voulais que tu saches que j'ai vu tes tentatives pour dire la vérité quand tu avais 12 ans.
J'ai vu maman t'étouffer et je voulais que tu saches que je savais que tu me croyais. Mais j'avais peur qu'en l'admettant, tu subisses le même sort que moi, isolé et accusé à tort. » Les lettres à Dylan regorgèrent de conseils médicaux et d'encouragements qu'il n'avait jamais osé partager. « J'ai suivi ta rééducation via les publications Facebook de maman, » disait l'une d'elles. « J'ai trouvé des traitements expérimentaux pour ta douleur chronique, mais je ne savais pas comment t'en parler sans déclencher une nouvelle crise familiale. » Les lettres les plus poignantes étaient adressées à nos parents. « Je te pardonne d'avoir choisi de croire aux mensonges de Patricia, » écrivait-il à maman. « Je comprends que reconnaître ton erreur aurait impliqué d'affronter ta propre capacité à te tromper, mais tu dois savoir qu'avoir cru que j'étais dangereux m'a fait grandir avec la conviction que je l'étais. J'ai passé 15 ans à craindre ma propre violence, parce que ceux qui étaient censés le mieux me connaître m'avaient dit que j'étais capable de faire du mal à des enfants, à papa. Je sais pour l'accident et le détournement de fonds de maman. Oncle Thomas m'a tout avoué quand j'ai eu 18 ans. J'ai passé toute ma vie d'adulte à me demander si j'avais hérité de ta capacité à détruire des innocents ou si je pouvais choisir d'être quelqu'un de différent. J'ai choisi d'être différent, mais ce choix m'a coûté ma famille. » La dernière lettre, datée d'à peine une semaine avant sa mort, s'adressait à nous tous. « Je meurs d'une maladie cardiaque qui aurait sans doute pu être soignée si j'avais eu autour de moi une famille m'encourageant à consulter plus tôt, mais j'étais tellement habitué à être vu comme le problème que j'ai ignoré mes symptômes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je ne te rends pas responsable de ma mort, mais je veux que tu comprennes que l'isolement tue aussi sûrement que n'importe quelle maladie. J'ai organisé l'énigme et la révélation de l'entrepôt, non pour te punir, mais pour t'offrir une chance de choisir la vérité plutôt que la facilité. Si tu lis cette lettre, c'est que tu as fait le bon choix. Cela veut dire que la génération suivante de notre famille a peut-être enfin une chance d'être épargnée. La fondation ne concerne pas mon héritage. Il s'agit d'offrir à d'autres enfants accusés à tort le soutien que je n'ai jamais eu, de rompre le cycle de mensonges et de manipulation qui poursuit notre famille depuis 4 générations. Thomas en sait plus sur notre histoire. Il a toujours eu trop peur d'en parler de son vivant, mais il t'a tout confié, ma chère nièce, parce qu'il croit que tu as la force d'affronter la réalité. Certaines histoires sont faites pour se terminer, d'autres pour devenir autre chose, quelque chose de meilleur. Je vous aime tous, même si je n'ai jamais su comment garder des liens avec vous sans me trahir. Faites de meilleurs choix pour vos enfants. Patricia et moi avons pleuré ensemble dans la chambre vide de Garrett, pleurant non seulement sa disparition, mais aussi la relation que nous aurions pu construire si, des décennies plus tôt, notre famille avait eu le courage de choisir la vérité plutôt que le confort. 2 semaines plus tard, l'avocat de Thomas m'a contacté au sujet de son testament. Thomas avait acquis un terrain dans le Montana pour y créer un centre de retraite destiné aux familles confrontées aux fausses accusations, aux boucs émissaires et aux traumatismes transmis de génération en génération. Les bâtiments étaient déjà terminés. Il ne manquait plus que le personnel et les programmes. Il voulait l'appeler le centre Garrett Thorne pour la vérité familiale, m'a expliqué l'avocat. Il espérait que tu accepterais de le prendre sous ton aile. J'ai emménagé dans le Montana il y a 6 mois. Le centre a ouvert ses portes en janvier et propose depuis des séjours d'1 semaine aux familles prêtes à affronter leurs propres histoires, avec tout ce que cela comporte de non-dits et de trahison. Nous organisons des séances de thérapie, proposons une médiation et offrons un accompagnement juridique à ceux qui souhaitent restaurer leur réputation ou reconstruire des liens brisés par des accusations infondées. Patricia passe nous voir tous les quelques mois, nous donne des nouvelles de la fondation et nous tient au courant des familles que nous avons aidées. Dylan vient de finir ses études de psychologie et a rejoint notre équipe en tant que spécialiste du traumatisme. Finn, lui, a été transféré à l'Université du Montana et s'est engagé dans notre programme d'aide juridique. Maman s'est éteinte paisiblement dans son sommeil l'hiver dernier. Avant de partir, elle a soufflé au personnel. « Dites à Martin et Louise que je suis désolé. Nous avons organisé une petite cérémonie en sa mémoire et versé ce qui lui restait d'économies à la fondation. L'état de papa s'est aggravé, au point qu'il ne nous reconnaît plus. Mais le personnel de l'établissement spécialisé assure qu'il parle souvent d'un garçon nommé Martin et demande régulièrement si quelqu'un sait comment il va. Le mois dernier, un événement m'a particulièrement marqué. L'inspectrice Rodriguez m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle qui m'a bouleversé. Nous avons avancé sur l'affaire Louise Chen, m'a-t-elle dit. L'ancien employeur de votre mère accepte enfin de présenter des excuses publiques et va offrir une compensation supplémentaire. Visiblement, le travail de votre fondation a poussé d'autres entreprises à se pencher sur leurs propres archives, à la recherche de cas où des employés auraient pu être licenciés à tort. Elle a fait une pause, comme pour mesurer l'importance de ce qu'elle s'apprêtait à ajouter. Mais ce n'est pas tout. Nous avons identifié 17 autres affaires de la même époque, où le véritable coupable a été protégé pendant que des innocents étaient accusés à tort. L'histoire de votre famille n'était pas un cas isolé.
C'était le symptôme d'une culture de corruption bien plus large dans cette entreprise. Aujourd'hui âgée de 71 ans, Louise Chen est devenue bénévole et porte-parole de notre centre. Elle consacre son temps à aider d'autres personnes âgées à retrouver leur honneur après des années de honte injustifiée. Quant à Martin Espinoza, 65 ans, il a investi son indemnisation dans la création d'un fonds de bourse destiné aux anciens détenus qui cherchent à reconstruire leur vie. Il l'a baptisé la Fondation Seconde Chance, et chaque année, il revient au centre pour témoigner auprès des familles des dégâts durables causés par les fausses accusations. Ce n'était pas la prison, le plus dur, confie-t-il souvent à nos invités. Non, le plus pénible, ce sont les 40 années qui ont suivi, à me demander si les gens lisaient mon passé dans mon regard, à sentir que je devais toujours m'acharner 2 fois plus pour prouver que je méritais simplement d'être traité avec respect. Martin et Louise m'ont tous deux dit que de connaître enfin la vérité sur ce qu'ils avaient subi, même après toutes ces années, leur avait apporté une paix que ni l'argent ni la thérapie n'auraient pu leur offrir. La semaine dernière, une nouvelle enveloppe mystérieuse m'a été remise en main propre à l'accueil du centre. À l'intérieur, une photo d'une jeune fille inconnue posant devant une maison étrangement familière, dont je n'arrivais pas à retrouver le souvenir. Au dos, quelques mots. Garrett avait une fille. Elle s'appelle Emma. Elle a aujourd'hui 22 ans et elle a passé sa vie à attendre de rencontrer sa famille. Elle attend aussi qu'on lui dise enfin pourquoi son père n'a jamais cherché à la revoir. Une adresse à Portland et un numéro de téléphone accompagnaient ce message. Je pars demain matin pour Portland. Certaines histoires familiales ne trouvent jamais vraiment de fin. Elles se poursuivent, dévoilant de nouveaux chapitres quand on se sent enfin prêt à affronter la vérité. Emma a décroché tout de suite, comme si mon appel était attendu depuis longtemps. « C'est à propos de mon père ?» a-t-elle demandé, avant même que je me présente. « Oui, j'ai répondu. Je suis ta cousine. Et il faut qu'on parle. J'ai tant de choses à t'expliquer. Ma génération met fin au cercle des secrets. La sienne ouvre celui de la vérité.